Bonjour à tous et bienvenue. Entre les déclarations du mythique Baggio autour du dopage des années 90 et les interrogations légitimes quant au décès de plusieurs footballeurs et d'ailleurs sportifs italiens qui n'étaient pas dans un âge trop avancé, on voit que l'Italie est en train de délier certaines langues vis-à-vis du sport. Mais attention tout de suite, on se rappelle qu'il y a plein d'affaires qui sont sorties depuis des décennies. On disait qu'on allait enfin briser l'omertà vis-à-vis des matchs truqués, le calciopoli, vis-à-vis de l'addiction au pari et même un peu auparavant du dopage. Et au final, ça a accouché de quoi? Bah de pas grand chose. Et c'est également le cas puisque en corrélation, on a cette fameuse affaire de la Juventus de Turin, des plus-values fictives dont on avait parlé depuis très longtemps sur la chaîne d'ailleurs, et qui ont aujourd'hui fait une pénalité de 15 points donc pour la vieille dame et 11 dirigeants suspendus. Alors évidemment, il y a la possibilité pour les Juventini de porter un appel devant le comité olympique italien qui tranchera au final si cette suspension est maintenue ou non. Alors on rappelle que ça fait partie d'une vaste enquête de la police du parquet de Turin à ce niveau-là et que ça avait été fermé à l'époque, ça a été réouvert par de nouveaux éléments probants du parquet de Turin à ce niveau-là. Et donc pour le moment, seule la Juventus a été sanctionnée. On rappelle que les autres clubs qui avaient été mis en cause cette affaire-là avaient été acquittés il y a quelques temps. Alors évidemment, le dossier est complètement relancé et comme on peut le voir, le parquet de Naples a demandé 6 mois de plus pour l'enquête du transfert concernant Osimhen entre Lille et Naples. Alors on voit que c'est en train de bouillir et je peux comprendre la réaction de certains fans de la Juve en disant mais pourquoi que nous, alors qu'on parle encore une fois d'un système? De la même manière que la Fédération Française de Football a caché de manière systémique des harcèlements et des agressions, et qu'aujourd'hui on veut faire croire que Noël Le Graët est le seul mot du football français, en Italie il faudrait faire attention à ne pas pointer uniquement du doigt la Juventus. Bien sûr que la Juve, il y a des choses à revoir. Et d'ailleurs, il fallait pas être un génie, suffit de voir le montant de certains transferts et tu te disais ça sent pas très bon. Mais c'est un système plus global que certaines personnes bien plus expertes que moi dans le football italien ont déjà expliqué. Je pense à Joan Crochet sur RMC qui en a parlé avec merveille, ou également Valentin Poluzzi, correspondant de l'équipe en Italie. Et pour reprendre certains propos qu'ils ont eus, en agrémentant de petites anecdotes, on est obligé de parler du système de copropriété et de l'unicité du football italien qui est pionnier. Pionnier évidemment dans les maîtres tactiques qu'il y a eu, des joueurs incroyables, tout ce que vous voulez, mais également dans le business. Le Portugal et l'Italie ont repris les concepts des pionniers du business qui étaient uruguayens et argentins. Les Juan Figueroa, Jorge Chespirel, pour ceux qui s'intéressent, la Monnaie Negra est toujours disponible. Et l'Italie a inventé plusieurs concepts. Notamment, c'est quand même le pays du directeur sportif. C'est l'Italie. C'est le pays des transferts et surtout de ce qu'on appelait avant la copropriété. C'est-à-dire que vous pouviez détenir 50% des droits d'un joueur et un autre club en tête naît 50. Ce qui était quelque part une bonne opération économique parce que ça t'évitait pour un club de dépenser l'entièreté du transfert, de dépenser la moitié. 2 années plus tard, si les clubs ne trouvaient pas un accord à ce sujet-là, il y avait le fameux jeu des enveloppes et ça c'était à mourir de rire. Chaque club faisait une offre dans une enveloppe et ensuite on ouvrait les enveloppes et la meilleure offre remportait la mise. Et parfois, comme le disait Joan Crochet sur RMC, c'était ridicule, c'était la porte ouverte à toutes les magouilles parce que tu avais je ne sais pas combien de joueurs sous contrat avec, par équipe. Quand Parme fait sa deuxième faillite, c'est 200 joueurs sous contrat. C'était n'importe quoi. Des fois, ça jouait à 1000 ou 2000 euros. Enfin bref, on était dans le folklore absolu. Ce qui fait qu'il y a quelques années, la fédération, qui n'a jamais été vraiment très puissante en Italie, de par le pouvoir des clubs absolument incommensurable, a dit non, on va arrêter là-dessus. Mais pas de panique. Rappelez-vous, en Italie, les échanges, etc. C'est surtout en Italie, alors ça se fait ailleurs, mais c'est eux qui ont été les pionniers. Les prêts d'option à 2 ans avec une option d'achat. Tous les montages possibles et inimaginables, tu les voyais ici. Et pourquoi autant d'agents veulent faire des deals en Italie? Parce qu'on commissionne. Parce qu'il n'y a pas vraiment de commission. Il n'y a pas vraiment, excusez-moi, de plafond pour la commission. Donc, même s'il y a peut-être moins d'argent que dans d'autres équipes, tu peux aller en Italie parce que tu peux toujours trouver une inventivité pour contourner quelques règlements. Et on va arriver sur le premier point du dossier Juventus qui est très important. Et ça va en termes de justice civile. Comment tu détermines la valeur d'un transfert? Parce que c'est ça l'excuse des gens du foot à chaque fois de dire ouais, mais il n'y a pas, et c'est vrai, tu n'as pas une valeur X. Parce qu'on est tous d'accord que quand tu connais le foot, le Arthur Pjanic, le deal de la honte, tu sais très bien que les valeurs, elles ont été gonflées de manière exponentielle. Néanmoins, est-ce que tu as une loi à ce sujet-là? Et qui va déterminer la valeur d'un joueur? Alors s'il y a des indices, des études, etc., il y a notamment le centre à Neuchâtel qui en fait, mais est-ce que devant un tribunal, ça va peser quelque chose? Parce qu'on peut toujours dire et trouver une combine. Alors évidemment, il y a un deuxième point à ce niveau-là, c'est le montant des commissions. Et vous vous rappelez les fameux échanges de joueurs, je vous l'expliquais, mais c'est bidon, c'est pas des échanges. C'est un transfert d'un côté surévalué et un transfert de l'autre pour aider les bilans comptables. On le rappelle un petit peu de manière très bête. Alors, ce que je vais dire encore, ça va être vulgarisé à fond, il n'y a pas tous les détails, etc. C'est pour que les gens comprennent réellement ce qui se passe. Admettons que vous avez vu à quel point vous ne voyez plus rien quasiment. On n'a plus de moyens, il va falloir racheter un Velda. Bref, 10 millions le transfert, 50 contrats. Pourquoi aujourd'hui on a des contrats de plus en plus longs? C'est pour l'amortissement
des transferts. Et également pour certaines histoires de commission. Bref. Donc en gros, le transfert, vous devez donner 10 millions. On rappelle que ce que vous avez en banque, c'est pas forcément vis-à-vis du bilan comptable. C'est-à-dire ce qu'il y a dans la banque. Là, vous allez voir, aujourd'hui, vous avez vendu un joueur 10 millions. Il y a plus 10 millions sur votre bilan. Mais en banque, pas forcément, parce que ça va attendre, parce que les transferts sont payés sur plusieurs années. Donc on est sur de l'écriture. L'amortissement, donc sur 5 ans, ça fait que c'est 2 millions chaque année. 10 divisé par 5, donc 2, 2, 2, 2. Au bout de 2 années de contrat, vous avez déjà donné 4 millions. Et vous revendez le joueur pour 12 millions et demi. Et bien là, on dit que vous avez fait une plus-value immédiate de 8 millions et demi. 12,5 moins 4, qui ensuite sera amorti pour ce club-là de la même manière. 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Pour équilibrer les bilans, en fait, c'était très simple vis-à-vis des échanges. Admettons, un joueur à 10 millions d'un côté, un joueur à 10 millions de l'autre. Donc dans votre bilan, vous avez vendu pour 10 millions. Donc vous mettez plus 10, même si vous n'avez pas encore reçu l'argent. Et vous avez acheté le joueur, 10 millions de la même manière. Vous le donnez 5 ans de contrat, donc amortissement divisé par 5, c'est 10 millions, donc 2 millions. Donc ça vous fait directement 1 plus 8. Évidemment, il y aurait d'autres choses à calculer, mais c'est pour que les gens comprennent globalement. Et donc on va maquiller, maquiller, maquiller. Et c'est pour ça que la Juve, qui était quand même une experte avec un nombre de joueurs sous contrat exponentiel, était expert là-dedans. Rappelez-vous les deals avec Marseille, les deals également avec Amiens, etc. Parce que les clubs français, et on en parle dans la deuxième partie de la vidéo, ce n'est pas qu'en Italie qu'on fait ça. Et en France, on n'arrête pas de le faire, mais chut, il paraît qu'il faut rien dire. Donc en fait, on joue là-dessus. Mais le problème, c'est que regardez le Genoa, cette affaire exceptionnelle entre le Chievo et le Genoa, d'un joueur plus de 2 millions qui termine avec une plus-value de 5 000 euros. Un mec que vous n'avez jamais entendu parler, hein, série D, etc. Enfin, un échange de joueurs presque, j'allais presque dire fictif. Mais oui, parce qu'ils n'ont jamais joué en pro réellement. Et on va les valoriser un certain truc qui ne sont pas du tout leur valeur, parce qu'en plus des commissions, donc tout le monde mange, et ben on améliore nos bilans financiers. Et rappelez-vous en Italie le nombre de clubs qui ont fait faillite pour des gestions un peu scabreuses. On pourrait citer Cesena, on pourrait citer le Chievo justement, mais après ça pose des questions sur les autres clubs. L'Atalanta, le Genoa c'est des experts à ce sujet-là. Et le problème que tu as aujourd'hui, c'est que tu as uniquement la Juve. Alors, certains comme Valentin Poluzzi expliquent justement que c'est le parquet de Turin qui fait le boulot et que certains autres parquets sont peut-être un peu moins rapides. Comme je l'ai dit, il y a l'affaire de Naples où ils ont demandé un délai de 6 mois supplémentaires dans le transfert de Victor Osimhen. Mais également d'autres questions à se poser. C'est-à-dire, quid des autres clubs qui avaient été déjà blanchis auparavant? Est-ce que là, selon certaines personnes en Italie que j'ai interrogées avant, visiblement la réouverture de ce dossier avec les nouveaux éléments, des écoutes téléphoniques, etc., visiblement il y a d'autres clubs qui vont être inquiétés. Alors, il y a également un point. Tu as la justice civile qui n'a toujours pas rendu son verdict. Là, on parle uniquement de la justice sportive et la commission d'appel de la fédération italienne qui avait bien accepté de réouvrir le dossier Juve pour adresser cette sanction de 15 points. Alors, comme je l'ai dit, il y a toujours une option de faire un appel dans la justice sportive vis-à-vis du comité olympique italien qui tranchera à ce niveau. Néanmoins, il faut quand même le rappeler, la justice civile italienne en matière de football, elle a été toujours très légère. Alors, un hasard, Spezia Calcio, on parle de trafic d'êtres humains. On attend. Ça fait un moment quand même que l'enquête a commencé. Donc en attendant de savoir si d'autres clubs italiens vont être inquiétés, parce qu'on le répète, la Juve, oui, on a tous vu les micmacs, et Pablo est un expert du foot, etc. Maintenant, il faut arriver à le prouver que ce n'est pas uniquement pour des raisons techniques, mais pour des raisons économiques. Et d'ailleurs, comme je le disais, on pourrait ouvrir sur le dossier des commissions, et voir des rétro-commissions. Parce que plus la valeur est importante, plus les années de contrat sont importantes, plus il y a des commissions qui se répartissent ici et là, pour des joueurs dont la valeur ne devrait pas dépasser parfois quelques milliers d'euros. Alors, encore une fois, est-ce que les autres clubs vont être inquiétés? C'est une question. Et surtout, est-ce que ça n'intéresserait pas la FIFA et l'UEFA? On sait que l'UEFA a ouvert quelques enquêtes vis-à-vis de certains transferts en Italie, vis-à-vis de la pratique dans les autres clubs. Alors là, on pourrait bientôt parler du FC Sion. FC Sion en Suisse, on a des transferts folkloriques, qui nous rappellent l'époque, Locarno, tout ça, tout ça. On en parlera bientôt. Mais on va parler de la France. Et là, vous avez un autre problème, c'est le multi-club ownership, le MCO, c'est-à-dire un propriétaire qui a plusieurs clubs. Regardez Nancy, même propriétaire avec Ostende. Nancy avait quelques petits soucis à la DNCG, etc. Tu as un joueur qui va partir pour quasiment 5 millions d'euros à Ostende. Évidemment, on va amortir le contrat, je crois qu'il a 4 ans de contrat, etc. Et hop, devant la DNCG, ça passe. C'est le même propriétaire en gonflant un peu une valeur. Regardez ce qui est en train de se passer entre Lorient et Bournemouth. Bournemouth, on l'avait expliqué un petit peu avant, était en négociation, Monsieur Follet, qui a récupéré 30% auprès du club de Lorient. Et bien là, tu as un transfert de 27 millions et demi qui va en effet faire du bien aux finances de Lorient, qui avait quand même pas mal de dettes, à peu près 50 millions. De la même manière. Donc, la question c'est où tu mets la limite, et surtout, ça ne concerne pas uniquement des clubs italiens. On le voit en Belgique, on le voit un petit peu en Angleterre, on le voit en France. Donc, est-ce que le football italien peut donner l'exemple à ce sujet-là? Ce serait très bien.
Mais faut pas être naïf, je n'y crois pas trop. Il va falloir qu'à un moment donné, au niveau international, UEFA et FIFA, on se rende compte que ces plus-values fictives, ça ne touche pas que l'Italie, ça ne touche pas qu'un club, et c'est un système plus global. Est-ce qu'il y aura la volonté de nettoyer, ou est-ce qu'il y aura la volonté, comme pour les affres du dopage, dont Baggio parlait depuis les années 90, de tout mettre ça sous le tapis et de dire que finalement c'est du passé et qu'il faut avancer. Bref, il y aura encore plein de choses à dire, notamment des soucis d'équité, des soucis dans le temps, etc. Après évidemment, un monde ne peut pas être parfait, mais à minima, que les instances du football international réagissent et montrent que c'est très bien ce qui se passe en Italie, mais ça doit être suivi des faits dans tous les championnats. Et je ne vous parle même pas de Chypre, du Portugal et tout ça. On se rendrait compte rapidement qu'en fait, derrière un transfert que des fois on glorifie, on dit mais c'est une super idée, etc. En fait, l'idée elle n'était pas faite pour un but sportif, mais simplement pour un but économique. Alors on peut maquiller en effet les bilans comptables comme on l'a vu, mais croyez-moi, souvent c'est simplement pour un enrichissement personnel à travers des commissions et surtout des rétro-commissions. Et s'il y a bien un pays qui est quand même roi là-dessus et qui s'en vantait dans pas mal de réunions, ça reste l'Italie. Je pense à certaines réunions, notamment dans un grand hôtel de Milan en charmante compagnie. Bref, il y a encore plein de choses à dire sur le football italien. On en parlera très vite sur la chaîne. Ciao!